Et c'est donc une énième présentation d'ouvrage pour cette troisième journée de la 25e édition du Salon du Livre. Présentation d'ouvrage Terre Rouge avec Marin Ledin. Marin Ledin que je vais inviter à se présenter avant de passer la parole à mon supplément. Mon suppléant, pardon, je plaisante. C'était ma blague par rapport à hier. Donc, oh là là, en plus j'ai des bouts. À toi, Marin. Donc Marin Ledin, romancier depuis 2007, auteur de romans noirs, né en Ardèche et vivant dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. C'est pas mal ça. À toi, Théo. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre Terre Rouge, c'est un livre policier qui se passe aux Marquises. On y retrouve le personnage Stefano Morel qui vient de France et qui se retrouve aux Marquises pour essayer de résoudre un meurtre. Toute l'intrigue se passe aux Marquises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec cette relation aux Marquises et en quoi est-ce que ça t'a inspiré pour écrire ce livre? La question, c'est l'origine du livre, le moteur du livre. J'ai été invité en 2016 au Salon du Livre de WAPO et je me suis retrouvé à discuter avec des gens absolument passionnés de leur propre culture et qui me racontaient leur histoire, l'histoire de ce lien qu'ils ont avec le tapa, avec le patutiki, avec certaines danses, etc. Et il y en a un qui m'a demandé d'où je venais et ce que je faisais. Et j'étais bien en peine de lui répondre précisément. Bon, alors, j'aurais pu lui répondre que je venais de France, évidemment. Mais en fait, je viens d'Ardèche, je viens d'une certaine Ardèche, et le lien à la culture, il est évident. Alors, on est extrêmement chauvin en Ardèche, on est très très fiers d'être ardéchois, mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc, j'ai pas pu lui répondre. Et ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé, que j'ai ramené avec moi, avec la passion et la découverte de cette langue qu'est le marquisien et de voilà, cette espèce de coup de cœur que j'ai eu pour la culture marquisienne. Mais vraiment, en retour, c'est quelle est mon identité? Comment se forge une identité? Est-ce que je suis défini par ma langue? Est-ce que je suis défini par mon rapport à mon histoire? Est-ce que je suis défini par les guerres, par l'histoire de mon territoire? Et voilà. Et j'ai pas vraiment trouvé la réponse à ça. Au moment où je me pose cette question, ma grand-mère, qui est la dernière personne dans ma famille à parler, alors non pas une langue, mais un patois, a disparu. Et donc, je ne sais pas trop à qui poser cette question. Et donc, ce livre-là, c'est un peu un retour, d'une certaine manière. C'est un peu une forme de remerciement ou d'hommage à ce territoire qui m'a aidé en fait, à me poser la question de ma propre ignorance. Voilà. Est-ce que tu penses que cette question pourrait avoir une réponse un jour, ou alors c'est plutôt une quête perpétuelle, une recherche constante? Alors, l'important, c'est pas du tout la réponse, l'important, c'est le chemin et c'est le processus par lequel je m'interroge quand j'écris sur ma légitimité à aborder un sujet, sur ce qui fonde la manière dont je regarde mes personnages, dont je les mets en action. Voilà. Est-ce que j'ai le droit, là, typiquement, est-ce que j'ai le droit, moi, Marin Ledin, ardéchois, français, métropolitain, d'écrire une histoire qui se passe sur l'île de Nukuhiva, alors que je ne suis pas marquisien? Est-ce que j'ai le droit de mettre en scène un personnage qui est un personnage de demi? Le lieutenant de gendarmerie qui enquête, c'est un demi qui est né en France, qui ne parle pas le Eo et Nana. C'est quelqu'un qui n'est pas tatoué. C'est quelqu'un à qui sa mère n'a pas, elle n'a pas voulu établir ce lien entre lui et son île. Et donc il arrive un petit peu comme un ignorant, et pourtant physiquement, quand il arrive là-bas, les gens spontanément ont envie de lui parler en marquisien, en tout cas ont l'impression qu'il est marquisien. De fait, il l'est par sa mère, qui en plus dans le roman est une personnalité connue sur l'île. Et pourtant, lui, il s'identifie comme un gars qui a grandi à Périgueux et qui est essentiellement un gendarme en fait en train d'enquêter sur un meurtre. Donc, est-ce que tu dirais que c'est plus à partir de la vie des marquises, ou plutôt à partir de ce sentiment, cette recherche d'identité, que tu as construit tes personnages, ou plus précisément celui de Stefano Morel? Si je suis honnête et si je reste dans la logique de ce que je viens d'expliquer, je l'ai construit par rapport à mon histoire, à mon regard et à ce que j'ai ressenti sur ce passage-là, les questions que ça a suscité et qui font qu'il m'a quand même fallu 8-9 ans pour oser écrire un texte qui se passe aux Marquises avec la connaissance depuis en sachant qu'il y a cette question hyper sensible de l'appropriation culturelle, du regard qu'on peut porter quand on ne vient que
par moment qu'on est un touriste, que je suis. Voilà, même si je m'intéresse, même si j'apprends, même si y a un processus d'apprentissage, malgré tout, je reste quelqu'un d'extérieur et je le ressens exactement de la même manière quand j'ai un éminent collègue romancier qui écrit un bouquin qui se passe en Ardèche, là où j'ai grandi, et à chaque fois j'ai envie de déchirer la moitié des pages parce que j'ai l'impression qu'il s'est planté, quoi. Alors que c'est vraiment pas l'important. Donc l'exercice devait quand même vachement être difficile de réussir à te doser dans ton écriture et voilà, comme je dis, on le sent de toute manière parce que par le biais de ton personnage de Tépano, tu as cette légitimité qui est omniprésente même dans la thématique du bouquin. Est-ce que ça a été compliqué de l'écrire dans ces conditions-là? Est-ce que ça a impacté le temps que tu as pris à l'écrire? En réalité, je me pose beaucoup de questions en écrivant que le lecteur se pose pas forcément en lisant. Et à partir du moment où la démarche elle est respectueuse, du mieux que je peux, l'essentiel de mon boulot, c'est pas tant de me poser la question de ma légitimité que de savoir comment je vais mettre en scène mes personnages. Est-ce que l'action va tenir la route? Est-ce que l'intrigue elle est solide? Est-ce que le portrait que je dresse, j'allais dire, si la description que je fais d'une vallée est pas la bonne, évidemment, les gens qui vivent dans cette vallée vont me le reprocher, ils vont me dire attention, cette maison, elle n'est pas à cet endroit-là, etc. Et ils auront raison d'une certaine manière. D'un autre côté, j'écris de la fiction et l'objectif, c'est pas d'être hyper fidèle, c'est pas de faire une cartographie, c'est d'être respectueux et de servir une histoire qui va poser un certain nombre de questions. Et je me permets du coup de rebondir, c'est comment est-ce que tu fais le choix entre la fiction et la réalité? Parce que tout ça doit s'implanter dans une réalité qui est propre, mais en même temps, tu peux faire des écarts parce que c'est quelque chose qui fait de la fiction. Oui, alors la réalité, ça n'existe pas. À partir du moment où je raconte une histoire, je rentre tout de suite dans le domaine de la fiction. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, si je veux décrire une réalité, par exemple aussi complexe que l'est l'île de Nukuiva en 2023, dans le mois qui précède le Matava 2023, il me faudrait écrire un bouquin à la Tolstoï, avec toutes les trajectoires de tous les personnages, pourquoi tel personnage a été amené à être là, etc. Donc c'est quelque chose d'éminemment complexe. Là, on est dans un roman qui a que 500 pages, où il y a un nombre limité de personnages, et où je vais travailler sur l'ellipse, où je vais travailler sur l'illusion, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure avec 2-3 amis. Mon travail est un travail d'illusionniste, c'est-à-dire vous donner l'impression que je vous décris un monde, alors que ce monde-là, déjà moi je le connais pas complètement. Les gens qui sont les acteurs réels de ce monde-là n'en ont qu'une vision qui leur est propre, certainement parcellaire, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le secret de la maison d'à côté. Voilà. Mais il va falloir que je vous donne l'illusion que ce monde-là existe. C'est mon boulot de romancier, de donner l'illusion. Mais je ne maîtrise pas quand je mets en scène un personnage de médecin du travail dans un roman qui s'appelle Les visages écrasés, qui m'avait valu ma première invitation au Salon du Livre, de Pape Été. Je ne suis pas médecin du travail. J'en sais rien. Forcément, c'est des partis pris. Je suis pas un assassin dans un autre de mes romans. Je suis même pas lieutenant de gendarmerie. Pour créer l'illusion de l'enquête, j'ai un ami qui s'appelle Sébastien Vidal, qui est un romancier de talent en France, qui m'a mis en contact avec un ami gendarme à lui qui est à Papeete et qui m'a expliqué la procédure et que s'il y a des erreurs, et il y en a certainement, j'ai pas dû écouter exactement ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est juste pour donner l'illusion d'eux, mais je suis pas lieutenant de gendarmerie, j'y connais rien. J'ai envie de poser la question j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de zones grises dans la moralité de tes personnages. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est important pour toi de dire qu'il n'y a personne qui est foncièrement mauvais ou foncièrement bon, que pour faire une bonne histoire, tout le monde doit avoir une raison en fait, de faire quelque chose ou Je vais faire une blague à la Jean-Hugues Oppel. Alors, on appelle ça le roman noir et ça devrait être le roman des 50 nuances de gris. Bon, on n'a pas le droit de le faire, mais... Les droits d'auteur là-dessus. Parce que précisément c'est ça le roman noir, c'est rentrer dans la complexité des personnes, de se regarder un petit peu sérieusement dans le miroir et de voir que les raisons qui nous animent sont pas toujours très honorables, quoi. Voilà. Et donc le roman démarre sur un archétype du polar, la découverte d'un cadavre, donc qui, comme par hasard, est une femme, qui est donc une victime, présentée comme une victime dès le départ. Et le roman va constituer à apporter de la nuance là-dedans et à montrer que non seulement elle n'est pas qu'une victime, c'est aussi une femme, avec un parcours, avec une histoire, etc. Et le roman va dresser ce portrait. Et en même temps, qu'elle n'est pas elle est aussi
d'une certaine manière, elle participe aussi au processus qui a fait qu'elle est morte. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe et qui forcément a aussi une part d'ombre, quoi, voilà. Ce que j'aime beaucoup avec Terre Rouge, c'est les deux histoires. Au final, tu as deux fils rouges. Tu as justement la recherche de la résolution du meurtre, mais aussi, du coup, la quête d'identité de tes panneaux. Et du coup, pour rythmer justement cette double progression qui, au final, les deux résolutions se font écho, en fait. Est-ce que ça représentait une difficulté voilà, de faire ce double suivi d'histoire pendant le fil du récit? Ce qui s'est passé quand j'ai proposé ce manuscrit à mon éditrice française, il y a une édition française chez Gallimard à la série noire qui s'appelle Hénois. Le premier mot qui est venu dans la bouche de mon éditrice, c'est exotisme. Ça a été très compliqué de... Alors, j'avais pas encore écrit le roman, je l'ai simplement proposé. Elle connaissait mon appétence pour les marquises et elle redoutait que je me trompe de chemin et que je quitte un petit peu mes thématiques habituelles. Je travaille surtout autour de la on va dire du crime lié au monde de l'entreprise. Et elle avait peur que je m'éloigne de ça et que j'aille un peu dans une impasse, quoi. Parce que je me sens à l'aise ici, parce que j'ai envie d'apprendre plein de choses. Elle avait peur que je mélange mon métier et ce qui serait plutôt du ressort du privé. Et donc elle est partie autour de ce truc qui est très français, sur la Polynésie, que vous connaissez bien, de l'exotisme. Et c'est allé jusqu'à la couverture d'ailleurs du bouquin, hein, où on voit il m'avait dit qu'est-ce que tu veux sur la couverture. J'ai dit je veux rien de particulier, mais ce que je veux pas c'est qu'il y ait une vainée sur la couverture parce que c'est un peu de ça que le roman veut dénoncer. Et évidemment il y a une vainée sur la couverture. Voilà. Et donc la démarche, elle a consisté pendant tout le processus d'écriture à me demander comment j'allais, en proposant à un public public métropolitain qui ne connaît pas du tout, là, on part du principe qu'ils ne connaissent pas la Polynésie, très mal, il y en a qui ne savent même pas la situer, c'est quelque part entre l'océan Indien et les Antilles, hein, pour beaucoup de gens, il faut être très honnête avec ça. Alors de là à connaître l'histoire de la colonisation du Pacifique à tout, bon là, voilà, c'est pas enseigné. Et donc cette question de l'exotisme, elle va être présente dans la réception du livre. Je suis obligé de me la poser. Comment l'éviter, quoi, voilà. Et donc la manière dont j'ai essayé en tout cas d'éviter ce piège-là le plus possible, même si franchement je vois la réception du bouquin, c'est très compliqué de l'éviter, c'est de construire ces deux personnages qui sont mortes. La victime au début, Payotoka O'Connor, qui est une jeune marquisienne de 28 ans, on va dire moderne, contemporaine, investie, militante écolo, féministe, etc. Jeune fille mère avec des difficultés économiques, qui éprouve des difficultés économiques, etc., pour subvenir aux besoins de son enfant, qui est autiste, etc. Et la mère de l'enquêteur, Simone Hawata, qui elle qui est néo-marquise, qui est partie au début des années 70, au moment où la France prospectait sur l'île des Yao pour le sol, pour éventuellement enterrer les essais nucléaires. Et donc ces deux femmes mortes se répondent dans l'histoire, l'une parce que Tépano Morel enquête sur elle, et l'autre parce que c'est sa mère qui est morte d'un cancer quelques années auparavant. Et il y en a une qui va représenter les marquises d'avant le réveil culturel, c'est Simone Hawata, qui part au moment où quelque chose est en train de se mettre en route. Et sa petite fille, d'une certaine manière, voilà, Payotoka O'Connor, qui, elle, représente le moment présent, ce moment où des choix sont en train d'être faits dans un ensemble extrêmement chaotique, dans un monde un peu fou où on sait, enfin, je sais pas, vu de l'extérieur, on sait jamais trop si le Pacifique il est français ou si y a un réveil de Trump qui a envie d'envahir le Groenland, puis il peut très bien décider non, mais finalement on va étendre le territoire. Enfin, je sais que je délire, mais je vois bien qu'on est face à des gens qui sont complètement fous. Et donc voilà, il y a toute... elle représente ce monde-là. Voilà. Tu abordes de nombreux thèmes dans Terre Rouge, et souvent des thèmes qui sont très durs, comme par exemple les agressions, la violence, la drogue. Et est-ce qu'il y a des thèmes qui ont été plus durs à traiter que d'autres pour toi? Je ne sais pas comment répondre à cette question. En fait, il y a la question de la prostitution qui est abordée dans le roman. Et je ne sais pas si je l'ai traité correctement. C'est toujours en questionnement autour de ça.
Moi, je suis d'une famille paysanne, j'ai grandi à la campagne, je vis toujours à la campagne. Je vis dans un endroit où je sais que la prostitution existe, parce que partout où il y a des hommes, il y a de la prostitution. Mais où tu serais dans une grande ville, je sais pas, tu es à Bordeaux, tu sais que tu vas au quartier de la Gare et voilà, tu vois des prostituées nigérianes qui sont là. Voilà, c'est illégal, mais tu sais que ça se fait comme ça. Il y a quelque chose de voilà. Et dans des territoires tout petits comme celui où je vis, la prostitution existe, tout le monde le sait, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins dit, parce que celle qui se prostitue, c'est peut-être une copine, c'est peut-être quelqu'un que tu côtoies, ou tu côtoies sa fille ou son fils à l'école parce qu'il est dans la même classe que tes enfants. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime et du secret, et pourtant, ça renvoie à une logique d'exploitation du corps de la femme qui se fait absolument partout. Et donc, quand je me suis posé la question pour mon personnage de cette question de la prostitution, j'ai demandé à 2-3 amis marquisiens comment je pourrais la traiter, qu'est-ce qu'il y avait éventuellement dans les textes. Et j'ai cherché ce mot prostitution dans les livres des voyageurs. Est-ce que je n'ai pas le mot là, aidez-moi. Dans les journaux de bord des marins, etc. Et bon, on sait que la question, elle s'est posée de manière très très claire. Voilà, pour les marins, quand ils arrivaient quelque part, ils voulaient de l'eau, ils voulaient des vivres, et puis ils voulaient des femmes. Et pourtant, dans les marquises, le mot prostitution, je l'ai trouvé que 2 fois. Alors, il doit y être plus, hein, mais j'ai trouvé mention, notamment à Taiohae, au milieu du 19e, d'une maison qui serait peut-être qui aurait été un bordel, parce que, en fait, on en trouve mention parce que l'administrateur d'État, non, ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque, avait demandé à ce qu'elle soit déplacée de 50 mètres à l'intérieur parce qu'elle était trop proche du bord et ça faisait mauvais genre. Et donc, voilà, bon, bref. À chaque fois, c'est de manière indirecte. Et donc là, comme le roman est contemporain et que je ne connais pas assez les marquises pour savoir qui, où, quand, quoi, comment, mais je sais qu'à partir du moment où il y a des hommes, ça se produit. Voilà, donc j'ai dû me poser 1000 questions, prendre 1000 précautions pour aborder cette question sans blesser personne. Et c'est toujours le problème, c'est qu'on risque de blesser. Je vais revenir sur 2 personnages qu'on croise à un moment. Il y a un moment, le protagoniste va dans sa maison, enfin la maison de sa mère, et il rencontre 2 voisins, un tatoueur et sa femme. Ils s'appellent Iku et Lana, c'est ça, si je me rappelle bien. Est-ce que ces 2 personnages sont inspirés par des gens que tu aurais rencontrés aux Marquises? Mais complètement. Parce que ça m'a rappelé des gens, donc c'est pour ça que je te demande ça. Qui t'a inspiré ces deux personnages? On va carrément garder leur anonymat. Ah, ok. Mais j'ai l'impression de voir c'est qui. En tout cas, voilà. Donc, tu as des personnages quand même qui interviennent, à part eux 2 qui interviennent et qui t'ont été inspirés par des vraies rencontres que tu as fait là-bas. Ce qui était compliqué, c'est je me suis posé la même question. J'ai un roman qui s'appelle Ils ont voulu nous civiliser, qui se passe dans un village des Landes, là où je vis, imaginaire, qui s'appelle Begarts. C'est tout petit. Je sais très bien que si ce village, je l'appelle Souston, comme c'est son vrai nom, je vais avoir la moitié de mes voisins qui vont venir me voir en me disant « Dis donc, pourquoi tu parles de machin, etc. » C'est très compliqué quand on est de situer une fiction dans un lieu réel. C'est toujours compliqué de se voir, en fait. C'est toujours compliqué de se regarder en face. Et puis, c'est pas le but du roman. Le but, c'est pas de faire des règlements de compte et de parler des gens. En tout cas, moi, ça m'intéresse absolument pas. Je suis pas là pour ça. Et donc là, c'est compliqué dans un territoire en plus que je connais pas très bien, Taiohae, où se situe une grande partie de l'intrigue. C'est hyper compliqué d'aborder certains, parce qu'il y a très peu de gens. Donc forcément, à un moment donné, même sans le savoir, je vais télescoper des trajectoires réelles. Donc c'est hyper touchy, donc il faut se poser 1000 questions, et à chaque fois que j'ai un doute, l'idée c'est de supprimer, quoi. Voilà. Et puis parfois, quand je sens que c'est bienveillant, quand ma démarche... C'est ça, il y avait énormément de bienveillance dans le traitement de ces personnages, c'est pour ça que je te demandais ça. Voilà, j'y voyais quand même beaucoup d'amour dans l'écriture de ces persos. Et voilà, ça a fait écho à quelque chose. Tu m'as percé à jour, je ne suis qu'amour. C'est beau quand même. Enfin, t'es qu'amour, il y a Jean-Pierre Humbert aussi à un moment donné dans le livre. Du coup, est-ce que tu comptes réécrire un roman qui se passerait aux Marquises? Est-ce que tu as encore envie d'exploiter ce territoire comme toile de fond d'une de tes œuvres? Ouais, il y a pas mal de... Il y a pas mal d'envie. Ce roman-là, c'était quelque part le plus risqué, dans le sens où il fallait que j'ose. Voilà. Je sais maintenant les écueils, je sais ce qu'il faut faire, enfin ce que j'ai
je visualise un petit peu la chose et maintenant j'ai envie de revenir un peu plus à la fiction et donc de continuer, mais en m'attachant peut-être moins au territoire. C'est-à-dire une histoire qui peut se passer sur le territoire sans forcément parler du territoire. Voilà. Parce que je t'avouerais que moi, personnellement, le personnage de Tépano, je l'ai trouvé très intéressant et ça me dérangerait pas de le retrouver dans un autre récit, quoi. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel. Donc voilà. Et est-ce que ouais, je ne sais plus. Tiens, des fois, ma langue s'est fourchée dans ma bouche et je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que tu as une question, Théo? Moi, j'ai une question. Je sais que le livre n'est pas sorti il y a très longtemps, mais est-ce que tu as eu des bons retours de connaissances des marquises qui ont lu ton livre? Est-ce que ça a été un retour positif? J'en sais rien parce que ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que les seuls retours que j'ai, pour l'instant, puisqu'il vient juste de sortir ici, c'est des retours en France de journalistes, de lecteurs qui n'ont jamais mis les pieds aux marquises et qui disent mais c'est fou comme tu rends hyper bien les marquises. Voilà, c'est ça le retour principal. Donc c'est stupéfiant, quoi. Bah écoute, je vais te faire ton premier retour d'ici. Bah écoute, je trouve que ce que tu as tenté de faire, c'est-à-dire de rester quand même dans le respect du territoire et de la culture et de ne pas tomber dans l'exotisme, bah, je trouve que tu sais réussi. Parce que j'ai pas ressenti un moment cette tendance. J'ai même apprécié certaines petites remarques par le biais de certains personnages. Je t'en parlais déjà quand on s'est croisés, quand je suis arrivé. Je parlais de Jean-Pierre Humbert, qui est le gérant de l'hôtel, qui est un personnage très atypique, avec des traits de caractère très précis. Et c'est vrai que je trouve qu'à ce moment-là, on traite d'une problématique réelle, en fait, hein, avec ce truc de cet hôtel qui n'engage aucun marquisien, mais qui, par contre, dans la salle, dans la pièce de Jean-Pierre Humbert, il y a un nombre infini d'artefacts marquisiens qu'il conserve chez lui, comme s'il respectait un tant soit peu la culture, alors que bon, il n'en a rien à faire de la population. Donc je trouve qu'il y a une vraie bienveillance de ce côté-là, et que du coup, tu ne tombes pas dans ce travers-là. Donc si tu avais besoin de je l'entendre... ne suis pas quelqu'un de bienveillant, je ne suis qu'amour, mais pas quelqu'un... Non, mais c'est très gentil, mais il y a évidemment plein d'erreurs, il y a plein de, non, mais, clairement, de choses mais que j'ai mal faites, et l'idée, c'est aussi de pouvoir en discuter, et voilà, bon, ça reste un roman, ça reste de la fiction, bien et sûr. C'est du polar, et l'idée, c'est de passer un bon moment d'enquête, quoi. J'ai passé aussi un bon moment d'enquête. L'enquête était très agréable à suivre, et comme je te disais, si jamais tu refais du Tépano, moi, ça m'intéresse. Est-ce que quelqu'un a une question ? Moi, j'ai une question en fait la perche m'est tendue par Eirani. Il disait que Tépano avait une quête d'identité. Moi, je trouve que c'est une quête à reculons quand même, en l'occurrence. Et il y a cette notion qui me paraît très intéressante de déracinement, de savoir que quelque part, tu as un appel presque tellurique et que pourtant tu refuses de l'accepter. Et je trouve que ça fait partie de la force de cet enquêteur, lieutenant de gendarmerie. Donc plutôt que quête d'identité, moi, peut-être que c'est une quête, hein, mais je ne sais pas à quel degré en fait. Moi, ce que j'avais en tête, parce que je pensais à moi et à la réflexion que j'ai par rapport à ma propre identité, en ce moment, le débat sur l'identité en France, il est phagocyté par la droite et l'extrême droite sur des questions très très précises et avec un vocabulaire qui est précis, et il n'y a pas de raison qu'ils soient les seuls à avoir le monopole de cette question. On peut très bien se poser ces questions d'identité sans être forcément ni à droite ni à l'extrême droite. Pourtant aujourd'hui c'est eux qui ont le monopole là-dessus et la légitimité pour le faire. Et donc moi je pensais vraiment à ça par rapport à Tépano dans le roman, qui lui arrive de France avec cette idée-là. C'est-à-dire que cette quête identitaire, quand tu viens de France... aujourd'hui, ça veut dire en gros, est-ce qu'on est chez nous? C'est ça qu'il y a derrière, c'est ce slogan du RN que quand tu vas il m'est arrivé d'aller suivre des meetings du RN parce que j'avais à un moment donné l'idée d'un roman qui se passerait autour des mouvements d'extrême droite. Et quand tu rentres dans des salles où il y a 3000 personnes qui sont en train de répéter, de scander, un peu comme à la messe au moment du Notre Père, tu vois, on est chez nous, et que tu as 3000 personnes qui font ça, c'est glaçant, c'est vraiment extrêmement glaçant. Et Tépano Morel, lui, il est gendarme. Donc il vit dans un univers qui est quand même relativement militaire. Ça, il l'entend. L'extrême droite, elle est très très présente. Elle est très présente dans l'armée, hein, en France. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais c'est le cas vraiment en France. Et donc il arrive aussi avec ça. Donc cette question de l'identité, elle lui est aussi... il peut avoir envie, comme beaucoup de gens, de la fuir, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre derrière. Et voilà.
d'un autre côté, ça lui parle de sa mère aussi, ça parle de cette relation qu'il a avec sa mère, qui est une relation, j'en dis pas plus parce que je vais en parler un peu dans un autre roman, mais qui est une relation un peu douloureuse aussi. Elle l'a amputé d'une partie de son histoire en ne la lui transmettant pas. Il sent bien que cette histoire, elle est très forte, que l'histoire des marquises racontée avec sa mère est très très forte, et pourtant lui, il connaît pas grand-chose. Jusqu'à éventuellement se poser la question de qui est son père, d'où il vient exactement. Donc c'est des choses qui sont très importantes dans son parcours. Bon voilà, l'identité, c'est aussi tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Bonjour Marin, question qui n'a rien à voir. Quand est-ce que tu viens t'installer définitivement ici? Bah c'est pas prévu. Ouais, c'est pas prévu pour l'instant. Mes enfants grandissent et il y a un écrivain du coin qui s'appelle Patrice Guéraud qui m'a dit dépêche-toi de venir t'installer parce que quand tes enfants vont arriver à l'âge d'avoir des enfants, tu auras du mal à partir et c'est ce qui est en train de se produire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention à faire, un témoignage, une question? Bonjour Marin, j'ai une question un petit peu en lien avec la question de la dame. Tu vis en France du coup, mais tu as écrit un livre qui se passe aux Marquises. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es venu aux Marquises pour t'imprégner à fond? Ou est-ce que tu as écrit depuis la France par rapport aux souvenirs que tu as de tes voyages? Comment ça s'est passé ton process? Eh bien, c'est un peu des deux. Et c'est beaucoup de lecture et c'est beaucoup d'échanges en fait avec deux, trois amis. Ça s'est fait comme je le fais toujours, de manière très très artisanale. C'est pas une science, hein, l'écriture, c'est un petit peu à la sensation. J'ai eu la chance d'être invité il y a 2 ans au Salon du Livre de Papeete. Je me suis déplacé du coup jusqu'à Nukuiva où j'avais déjà en tête pas mal le roman, ce qui m'a permis de me focaliser sur des lieux un peu précis et d'imaginer des trajectoires, quoi. Voilà. Bon, après, c'est pas immense non plus, Nukuhiva, donc voilà. Et puis, tu as un truc qui s'appelle Google Earth. Hein, quand tu as un doute, tu visualises très très bien les lieux. Je crois pas que ça soit nécessaire, par ailleurs, de connaître un endroit et d'y être allé pour pouvoir le raconter. Voilà. Parce que la force de la fiction, c'est précisément de projeter des images et de faire appel aux connaissances du lecteur. En fait, ce qui pour moi est assez intéressant dans le roman noir, et notamment dans une méthode qui est très utilisée dans le roman noir, qui est celle de l'ellipse, c'est de laisser suffisamment de place au lecteur pour que lui projette les images que lui a en tête. Alors ceux qui connaissent Nukuiva vont projeter les images de Nukuiva. Ceux qui connaissent très mal Nukuiva, parce qu'ils y sont passés 2 jours, vont quand même projeter les images très mauvaises qu'ils ont de Nukuiva. Ceux qui ne connaissent pas, ben, ils vont projeter des fantasmes, ils vont projeter des images. Enfin voilà. Et je pense que c'est vraiment dans la manière de gérer la place du lecteur dans l'écriture, de ne pas le prendre totalement par la main, de ne pas lui donner tous les éléments. Et ça veut dire supprimer beaucoup de pages. Le roman, la version 1 du roman, la version alpha, il y avait peut-être 200 ou 250 000 de signes, c'est-à-dire un bon tiers du roman en plus, qui a été élagué pour justement laisser la place au lecteur. Quand j'étais plus jeune, je prenais ou j'achetais les livres en fonction des titres qui m'interpellent. Et souvent, je tombe bien sur le titre que je... Et le titre Terre rouge, à part l'enracinement de la terre, pourquoi la couleur rouge? Le sang, volcan... Je n'ai pas encore lu, je dois le lire bientôt. Terre rouge, c'est parce que le cadavre de l'héroïne est retrouvé sur un lieu-dit qui s'appelle Terre rouge. Et j'ai demandé à 2-3 personnes là-bas s'il y avait un nom marquisien pour ce lieu-là. Et en fait, quelqu'un qui s'appelle Kimi m'a dit qu'à sa connaissance, il n'y en avait pas. Donc ça m'a intrigué. Et puis Terre rouge, c'est très polar. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Quelqu'un d'autre a une question? Pas une question sur la vie privée de Marin, une petite remarque parce que tu l'as dit très rapidement, mais peut-être qu'il est intéressant de dire les choses un peu plus clairement pour tout le monde. Ce roman, il est donc paru quasi à l'identique en février ou en janvier en série noire de Gallimard sous le titre Hinoi. Ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais, Henri. Henri, c'est à toi que je parle. Henri, sur le titre. Voilà, donc c'est et c'est un petit peu, évidemment, grâce à Marin, un peu grâce au Vent des Îles, que ce roman sort ici en local, donc à un prix accessible,
alors que si le roman paru chez Gallimard était vendu ici, il le serait à un prix au minimum du double. Donc ça, c'est grâce à Marin qui a réservé les droits pour le Pacifique. Mais c'est aussi intéressant de voir que deux livres quasi identiques, deux titres différents, deux couvertures très différentes, pour rentrer un petit peu dans les subtilités éditoriales. Peut-être que tu peux donner ton avis là-dessus aussi. Le pari, c'était que quand j'ai signé le roman chez Gallimard, c'était de conserver les droits de la Polynésie en disant ce roman, il s'adresse pas à des Marquisiens qui connaissent leur territoire 1000 fois mieux que je le connaîtrai jamais. Il s'adresse d'abord aux métropolitains. Et puis, et à ma grande surprise, Gallimard a accepté. Voilà. Et j'avais en tête l'idée que si le roman pouvait être publié ici, ça se ferait avec un éditeur d'ici qui le ferait pour des raisons qui lui sembleraient bonnes, quoi, voilà. Donc ça s'est vraiment passé comme ça. Le roman, le titre initial, c'était Rouge. C'est comme ça que j'avais intitulé le roman. Et mon éditeur français a trouvé que Terre Rouge, c'était pas hyper exotique. On en revient à cette question de l'exotisme, mais c'est le mot qui est revenu, hein. Mon éditrice est fantastique. J'ai l'air de dire beaucoup de mal d'elle, mais c'est vraiment quelqu'un de très subtil et voilà. Mais c'est une directrice de collection de la série noire. Il y a des logiques commerciales derrière. Elle veut que les livres se vendent. Donc, pour elle, il fallait. Voilà. Donc, elle m'a demandé comment on disait les marquises comment se disaient les marquises en marquisien. Et donc, on a conservé que la partie territoire, quoi, hénois du roman. Et donc, il est sorti sous ce titre-là en France. Alors, malheureusement, en France, il se dit Enua. Ça fait partie des affres du truc. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une intervention à faire? Ah, attends le micro. Il arrive. Ah. Je viens de penser à terre amérindienne, comme terre des peaux rouges, comme j'adore tout ce qui est amérindien. Et c'est sûr. Merci Henri. Du coup, quelqu'un d'autre a une intervention ou une question? Je vois une main qui se lève. J'ai cru voir que justement en métropole, ton dernier roman était éligible à un prix, non? Oui, mais tant qu'on l'a pas, le prix. Oui, mais quand même. Oui, le roman marche très très bien. Voilà. Ouais. Bah bravo. Il y a une question derrière. Moi, je voulais savoir si tu avais une méthode pour construire tes romans ou c'est en fonction de l'histoire que tu choisis ensuite les techniques et les méthodes? La méthode, c'est pas de méthode. Enfin, à chaque fois, c'est une méthode différente qui s'adapte au sujet. On m'a beaucoup fait remarquer que ce roman était plus tendre que les précédents où j'ai une écriture qui est plus sèche, qui est beaucoup plus avec des phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus incisives, parce que je suis sur des sujets peut-être plus complexes en apparence. Là, on est sur un roman qui est vraiment construit très, très classique sur la forme, en fait. Le territoire n'est pas classique aux yeux du lectorat métropolitain. Par contre, la manière de le traiter, j'ai vraiment fait un roman policier avec découverte d'un corps, un cadavre, un enquêteur qui arrive, etc. Voilà. Donc à chaque fois, je m'adapte un petit peu au sujet. Un roman, il ne faut pas oublier que c'est une histoire. Là, on est sur une question d'identité. Un cadavre est retrouvé. Cette personne représente un certain nombre d'éléments. Ensuite, je vais construire des personnages pour incarner, pour donner de la chair à l'histoire que j'ai envie de raconter. Et ensuite, c'est un point de vue. C'est la manière dont je vais regarder ce lieu-là et la tonalité un petit peu, je ne sais pas comment le dire, simplement la tonalité que je vais donner au roman, quoi. Donc vraiment, je m'adapte à chaque fois au sujet. C'est une histoire qui se déroule sur un temps très très court. On est sur une île petite. Retrouver un coupable, ça va pas mettre 107 ans, quoi. Voilà. Si j'écris un roman qui s'appelle Le Rameau Diable, qui se passe sur 20 ans, dans lequel il y a une trentaine de personnages, on traverse une dizaine de pays, et ben forcément, il va falloir que je fasse un plan extrêmement détaillé, avec des scènes très très précises, pour être sûr de ne pas m'emmêler les pinceaux. Il va y avoir des mélanges de dates, etc. Bon, là, c'est plus simple. Il y a une unité de lieu, il y a une quasi-unité de temps, il y a que quelques personnages, donc c'est assez simple, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire une intervention? Non? Bah écoutez, on applaudit Marin, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez retrouver du coup Terre Rouge au vent des îles. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. C'est une des nouveautés, un polar qui vaut le coup d'être lu. Donc n'hésitez pas à vous rendre de ce côté-là. Et peut-être que vous pourrez le croiser, lui faire un croche-pied pour avoir une dédicace.